Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, ne le pas rafler. Allez mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui dans cet épisode pour parler du World Tour, l'élite du cyclisme mondial, une division qui s'appelait Pro Tour à ses débuts et qui a fêté cette année son 15e anniversaire. Donc aujourd'hui on va se pencher sur le World Tour, son fonctionnement, son règlement qui a pas mal évolué avec le temps. Je me demande même s'il y a 2 années où il a été identique, mais aussi ses avantages, ses inconvénients, la façon dont cela pourrait évoluer de manière positive, qui pourrait être à mieux faire peut-être éventuellement. Pour analyser cela, pour en débattre et voir un petit peu les éventuelles pistes d'amélioration, je suis avec nos consultants du groupe Eto. Brice pour commencer. Salut Brice. Bonjour à tous. Et on est également avec Johan, notre chef cyclocross. Salut Johan. Salut à vous deux. Salut. Alors le cyclocross a repris, ça fait du bien un peu ? Bah ouais, en plus on a une très belle saison. Chez Finin, c'est vraiment, ça varie les vainqueuses, c'est pas tout le temps les mêmes, ça varie pas mal. Chez les hommes, le fait de pas avoir Wout van Aert et Mathieu van der Poel, ça fait qu'il y a des courses qui sont assez belles et assez ouvertes. Et en plus, il y a la génération 93 qui a remonté son niveau avec Van Torenhout et Swick, qui du coup sont remontés au niveau de Toon Aerts et de Iserbyt. Du coup, ça fait vraiment des super courses. Donc franchement, c'est une très belle saison pour l'instant, même si y a beaucoup de courses qui sont annulées et tout ça, forcément. Bon alors, à présent, vous savez tout pour ce podcast spécial World Tour et analyse de la première division du cyclisme mondial. Attention au départ, chasse patate, c'est parti! Alors pour commencer, on va un petit peu poser les bases du World Tour. Le World Tour, à sa création en 2005, s'appelait Pro Tour, a changé de nom en 2011, mais la formule n'a pas vraiment évolué dans son idée générale. Si on regarde l'idée de cette division Pro Tour, l'idée elle est arrivée en octobre 2002 et elle a été donc mise en place en 2005 par Hein Verbruggen qui était à l'époque président de l'Union cycliste internationale. Si on regarde le projet qui a été présenté aux équipes, aux organisateurs de courses, il indiquait la volonté de mettre les meilleures équipes et les meilleurs coureurs dans les meilleures courses, le tout constituant un circuit fermé. Fin de la citation. Alors, premier point, est-ce que le World Tour actuellement c'est un circuit fermé ou est-ce que ça n'en présente pas forcément vraiment toutes les caractéristiques ? Bah c'est pas un circuit fermé puisque de toute façon il y a toujours des courses de divisions un peu secondaires qui reçoivent des coureurs des plus grosses équipes, des équipes World Tour. Et inversement, il y a certaines courses World Tour qui reçoivent des invitations, qui invitent des équipes plus petites à venir participer. Donc il y a toujours ce transfert entre les plus grandes courses et les plus petites courses entre les différentes équipes et différents coureurs. Donc on n'est pas du tout sur une ligne fermée pour le moment. On n'a pas de système de montée de descente. On a vraiment un système où il y a toujours des catégorisations de courses et où on peut inviter un certain nombre de quotas d'équipes de chaque division. Mais on n'a pas de circuit fermé à l'heure actuelle, certainement pas. Alors si on n'est pas sur un circuit fermé, on n'est pas alors sur un circuit véritablement ouvert. Si on se place du côté des équipes des Pro Teams, donc la deuxième division, qui était anciennement appelée Continental Pro, on pourrait avoir un avis un petit peu divergent ou différent. C'est-à-dire que l'accessibilité à ces courses World Tour sont soumises à souvent invitation et bonne volonté parfois du règlement ou des organisateurs. Donc circuit fermé pour ceux qui sont dans le World Tour, peut-être pas, mais pour ceux qui sont hors World Tour, hors de la première division, on peut avoir cette vision-là, même si effectivement le système d'invitation, le système de faire intervenir, faire courir certains coureurs d'équipes réserves en World Tour est possible. Et heureusement, et j'espère que ce schéma, notamment le dernier évoqué, le fait de permettre à de jeunes coureurs de courir en World Tour, que ce système-là va se développer, se généraliser un petit peu plus grandement dans les saisons qui arrivent.
Donc c'est un peu un système semi-fermé ou semi-ouvert selon comment on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais on a quand même des équipes, les équipes qui participent à ce World Tour, les équipes World Tour, pour une grande part sont là depuis longtemps, ça bouge assez peu au final, parmi les équipes du World Tour. Ça bouge assez peu, mais on voit quand même qu'il y a eu pas mal d'équipes qui ont disparu, qui étaient dans le World Tour, qui sont plus là, qui étaient des grandes équipes importantes, un peu comme HTC Road ou des On a quand même plus BMC d'équipes qui ont ou des trucs disparu comme que d'équipes qui sont redescendues en deuxième division. En tout cas, on a... Bah, j'ai- il y a des petites équipes, enfin, par exemple l'Europecar, qui a fait un peu des transitions, mais où il n'y a pas tellement de descente, effectivement. Ça reste assez stable sur la majorité des équipes. J'ai fait le compte, on a au total 14 équipes World Tour qui ont disparu depuis la création du Pro Tour en 2005. On commence avec Fassa Bortolo en 2005 et la dernière en date, Katusha Alpecin, dont la licence a été rachetée par Israel Cycling Academy. Et on a eu seulement, je crois, deux équipes qui sont redescendues, qui sont descendues d'une division. C'était B-Box Bouygues Télécom, on a eu Cofidis également, FDJ. Fur et à mesure que je liste les équipes françaises, ça s'en rajoute, c'est pas bon signe. Mais on a aussi pour finir Sony Duval qui est descendu après les affaires de dopage. Mais voilà, il y a plus de cas d'équipes qui ont disparu, qui se sont arrêtées sans même descendre en deuxième division, que d'équipes qui sont descendues justement en cette deuxième division. Puis le meilleur exemple, ça reste la situation de la Cofidis il y a une ou deux saisons de mémoire où on va dire l'UCI a permis, a accepté la 19e équipe au sein du World Tour. Il y a une vraie, comment dire, quand on est manager d'équipe, quand on est dirigeant d'équipe, ça change quasiment du tout au tout envers ses partenaires, envers ses investisseurs. Et comment on peut essayer de développer sa stratégie d'équipe et sa petite entreprise finalement, voire même moyenne entreprise. Si on est en deuxième division ou en première division en World Tour, il y a quand même des conditions et des perspectives, on va dire, liées aux partenaires, parce qu'on sait que les équipes de cyclisme vivent notamment à 99% du sponsoring. C'est quand même pas anodin le vrai écart qui existe du point de vue du financement d'une équipe, parce qu'on rappelle et on essaye souvent de se rassurer en se disant qu'il n'y a pas que le Tour de France, majoritairement, et c'est peut-être dommageable. Le Tour de France pour un partenaire, ça reste toujours et ça restera encore, je pense, pendant de nombreuses décennies, la vitrine. On peut s'asseoir sur beaucoup de courses, mais pas le Tour de France. Le Tour de France, c'est sûr que c'est un petit peu la course à laquelle tout le monde veut participer, c'est la course sur laquelle on peut rentabiliser le plus facilement l'investissement de son sponsor. C'est la vitrine du cyclisme mondial et c'est ce qui fait aussi que tout le monde a envie d'y participer. Et c'est aussi ce qui fait que, d'une certaine manière, peut-être personne n'a envie de quitter le World Tour. Ah bah ça en fait partie, effectivement. Mais c'est vrai que catégoriser le Tour de France comme vitrine, c'est à la fois, c'est aussi ce qui permet à des sponsors de venir. Donc ça va aussi dans les deux sens. Mais c'est à la fois juste et cohérent. Et c'est à la fois peut-être handicapant pour les autres courses et parfois d'autres investisseurs parce qu'il y a des choses à faire dans le vélo, peut-être de manière différente, avec un impact médiatique qui sera peut-être différent de celui qu'offre le Tour de France. Mais le cyclisme, et on peut s'en féliciter, ça reste un sport où il y a encore énormément de choses à faire. Alors évidemment, quand il y a le Tour de France en point d'orgue, ça aide forcément. Mais sans le Tour de France, même si ça reste extrêmement compliqué, il y a des structures qui peuvent essayer d'imaginer, de créer des choses un petit peu différentes, notamment en termes de communication et d'activation partenaire tout au long de la saison. Mais évidemment, on dit ça derrière nous, notre micro aujourd'hui. Si on avait la responsabilité d'une équipe de vélo, évidemment que l'objectif principal, ce serait d'amener avec nous des partenaires sur les routes de la Grande Boucle. Alors Brice, tu as parlé de l'équipe Cofidis qui est montée sur le plan sportif grâce au règlement, grâce à sa place au classement mondial par équipe, qui a fait donc en 2020 sa première saison en World Tour depuis après de nombreuses années passées en Continental Pro. Ça reste finalement quand même assez rare des équipes qui montent en World Tour sur le plan sportif. Est-ce qu'il en faut plus ou est-ce que
Il faut rester comme ça, limiter encore, ne pas permettre cela? Alors, on parle du plan sportif. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le plan sportif, mais si la structure derrière de Cofidis ne permettait pas de Tout respecter à les fait, critères. tout à fait, voilà. L'équipe Cofidis avait la possibilité de monter au niveau World Tour. Après, je crois que c'était, je dis peut-être une bêtise, mais Circus Swanty avait la possibilité sportivement de monter en World Tour, mais n'a pas fait la demande l'année dernière. Parce que pour des raisons financières, c'est un investissement qui est évidemment supérieur en World Tour qu'en deuxième division en Pro Team. Ouais, après, la question aussi, c'est pas seulement de pouvoir monter, ce serait aussi de pouvoir descendre. Parce que le problème sur le World Tour actuel, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on faisait monter des équipes et on faisait descendre personne. Parce que, effectivement, d'avoir la responsabilité de dire à une équipe, on va vous faire descendre de division, c'est une énorme responsabilité parce qu'en termes d'impact sponsor et de calendrier, c'est plus du tout la même chose et c'est plus du tout le même stress. On le voit avec les équipes continentales actuelles qui se battent pour avoir la première place du classement Europe Tour qui leur permet de faire les 3 grands tours. C'est pas du tout la même gestion de saison qu'une équipe pour tour. On est installé, on peut dérouler assez tranquillement, même en faisant des saisons très moyennes comme Cofidis par exemple cette année. Ça assure quand même le coup pour l'année prochaine. Et du coup, c'est pas aussi difficile. Mais du coup, comme on n'est pas vraiment dans une formule assumée de montée-descente, le problème c'est que cette division-là, elle joue pas son rôle. Elle commence à concentrer beaucoup trop de monde en fait en même temps. Alors, c'est vrai ce que tu dis. Le seul bémol, c'est imaginons pour 2021, si on fait de la fiction, il y a une des 19 équipes World Tour, elle est rétrogradée parce que sportivement, elle n'a pas été en 2020 la plus flamboyante, etc. Et comme un système de championnat de foot ou de basket ou de sport collectif, il y a une rétrogradation. Ce qui pourrait presque être le cas pour QBK Assos, qui s'appelle encore cette année NTT. Exactement. L'équipe, j'ai beaucoup de mal à voir comment l'équipe pourrait continuer à vivre. C'est-à-dire que quand on obtient une licence qui, de mémoire, quand on l'a obtenue en 2020, s'échelonne sur 3 ans, donc 2020, 2021 et 2022, c'est-à-dire qu'on a d'un coup les grands tours qui disparaissent, ou en tous les cas le Tour de France, à moins d'être invité évidemment. Donc en fait, on va dire en termes de partenariat, ça tient plus quoi. Ça tient plus. Donc le fait dans la structuration du cyclisme actuel, s'il y a une rétrogradation, c'est tout de suite dramatique. Alors ça l'est dans les sports collectifs évidemment, mais là ça l'est d'autant plus parce qu'on dépend, comme on l'a dit tout à l'heure, uniquement des droits sponsoring, beaucoup, une énorme majorité. Et l'intérêt des partenaires, quand il y a plus ces garanties et ces possibles retombées médiatiques, ils s'en vont. Ils s'en vont ou ils réduisent de X% leur budget. Et c'est plus la même chose pour payer des coureurs. On est obligé de se séparer d'une partie de ces coureurs. On est obligé de limiter son travail au sein de son staff, de limiter ses investissements en communication. Et c'est un petit peu pas la descente aux enfers, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc une rétrogradation actuellement dans le fonctionnement du cyclisme professionnel, c'est extrêmement compliqué. C'est quand même un petit peu prévu par le règlement de l'UCI qui dit qu'une équipe World Tour qui descendrait en Pro Team sur le plan uniquement sportif serait invitée automatiquement à toutes les épreuves World Tour la saison suivante. Ça permet un peu cette bouée de sauvetage pour ne pas tout perdre d'un coup. Même si, est-ce qu'au final, c'est pas aussi peut-être ça qui a pu freiner un peu les différentes tentatives de réforme ces dernières années, de diminuer le nombre d'équipes World Tour? De toute façon, si on diminue le nombre d'équipes World Tour, on pourrait aussi se poser la question de la diminution du nombre des coureurs par équipe World Tour, pour avoir un nombre de coureurs plus étalé sur différentes équipes. C'est ce qui était prévu en 2013 dans la réforme qui était envisagée, descendre à 22 coureurs par équipe. Donc comme ça, après, ça peut mieux se répartir sur différentes équipes qui pourraient monter, descendre et participer sur le calendrier. Je pense aussi on peut se poser la question de la rétrogradation. Est-ce que c'est vraiment un problème? Le problème, c'est que sur les cas pratiques qu'on a eu de rétrogradation, ces équipes françaises, les équipes ont tenu. Parce qu'il y a le Tour de France. Même avec la bouée du Tour de France, par exemple, une équipe comme Euskaltel s'est récréée après le World Tour par la Continentale et sans le Tour d'Espagne, dans le premier temps. Donc le problème du World Tour, c'est aussi de devoir faire des trop grosses machines. Et c'est des énormes machines financières, c'est aussi un peu le problème. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir beaucoup de coureurs, on a des très gros calendriers, on a beaucoup de déplacements.
Et ça conduit aussi à des cas comme par exemple Astana qui payait pas ses coureurs ou des choses dans le genre là. Donc je sais plus où je voulais en venir, mais le point pour moi c'est que le problème du World Tour c'est que c'est actuellement une machine hybride. Et s'il ne va ni dans un sens ni vraiment dans l'autre, il faudrait soit assumer complètement de faire quelque chose de plus affirmé, soit laisser un peu plus de marge. Là, dans un entre-deux qui n'est pas vraiment très pratique pour tout le monde. Alors, Yoann, tu parles tu prends l'exemple de l'équipe Euskaltel. Oui, elle s'est reconstruite, elle existe toujours. En tous les cas, elle s'est réinventée. Mais attention, on parle d'une équipe Euskaltel qui n'a rien à voir en termes de visibilité, en termes sportifs, à ce qu'on a pu connaître dans les années fin des années 90, début des années 2000. Donc oui, on peut. Et le sponsor Euskaltel n'est revenu que cette année, que cet été. L'équipe elle est repartie en 2014 simplement en fait sur la base de l'équipe réserve de Euskaltel Euskadi, simplement sur l'équipe Euskadi. Exactement. Qui a pris le temps de progresser, mais de fait tu repars avec une formation qui est presque un petit peu complètement différente. Ouais, tu vas remettre 10 ans et encore 10 ans ou 15 ans à retrouver peut-être le niveau le niveau auquel tu as quitté l'élite il y a quelques années. Donc oui, on peut se reconstruire, mais je suis pas sûr que l'exemple d'Euskaltel prouve qu'une relégation fait du bien au cyclisme, ou en tous les cas j'ai pas dit à une faisait du bien sportive. Je pense pas que ce soit aussi fondamentalement une catastrophe que ça. Je pense que ça peut se gérer. Je pense qu'il y a moyen de les gérer. Et je pense qu'il y aurait moyen de spécialiser un petit peu plus ces équipes, justement, dans un quadrillé où les équipes seraient pas obligées de tout faire. On le voit bien avec des grands leaders actuellement, genre des sprinters, Viviani, qui descendent dans une équipe un peu plus moins cotée pour avoir son équipe structurée autour de lui. On pourrait avoir la même chose avec une équipe espagnole qui serait structurée autour des grimpeurs. Et le problème d'une équipe actuelle aujourd'hui qui serait World Tour aujourd'hui, c'est qu'elle devrait faire aussi toutes les classiques belges, tout un tas de classiques qui lui conviendraient pas, au lieu de faire simplement Tour, Vuelta ou quelque chose dans le genre. Donc il y a aussi des choses à travailler dans ce sens-là, à mon avis. Est-ce qu'un modèle comme celui de la NBA avec une ligue fermée, ce qui est d'ailleurs ce que souhaitait tout du moins mettre en place Vélone, un regroupement d'une dizaine d'équipes pour le Tour, est-ce que cette idée de faire une ligue fermée où les équipes ont leur place et elles ne peuvent pas descendre, et inversement des équipes ne peuvent pas monter, simplement la participation à toutes les meilleures courses qui est réservée à ces équipes-là, est-ce que ça serait pas un moyen d'assurer un petit peu de pérennité à ces meilleures équipes? Sur cette question-là, il y a deux choses, sans rentrer vraiment dans les détails. Il y a d'un côté le fait de pérenniser un environnement économique, donc qui peut avoir ça peut être très positif pour le secteur sportif et le sport cycliste, pour son développement et pour assurer différentes choses. D'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'on a des points UCI à aller chercher tout au long de l'année. Et donc, en fait, on a souvent ce type de remarques en fin de saison qu'on court un petit peu pour les points, pour assurer un certain niveau au classement, que ce soit au classement coureur, au classement par équipe, pour bien figurer dans le World Tour. Donc, on a un petit peu cette chasse aux points qui parfois, alors c'est aussi un argument qu'on sort très facilement, mais qui peut casser des schémas de course. On court pour défendre une 7, 8e, 9e place, et souvent on s'en plaint. Alors, on s'en plaint, s'incluront dedans ceux qui se sentent concernés, mais on est toujours là à dire « il tente pas, il assure sa place ». Oui, mais parce que derrière, il y a des sacrés enjeux. Donc, il faut savoir sur quel pied on danse. Est-ce qu'on cadenasse un petit peu tout ? Et donc, en fait, le fait d'aller chercher des points, ce n'est pas vraiment le souci, parce qu'on sait qu'on est reconduit l'année prochaine, donc on a une certaine aisance financière, ou en tous les cas une sécurité financière au sein de l'équipe qui permet de courir sans cette pression peut-être du renouvellement de partenariat à tout prix, des points UCI, etc. Et de l'autre côté, est-ce qu'on laisse plus du tout de place à des projets, à des jeunes coureurs qui essayent de monter, créer des choses et d'avoir une équipe qui se développe, qui performe et qui atteint les sommets?
On peut se poser la question sur quel pied on danse. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une manière de penser qui soit meilleure que l'autre. Donc c'est un petit peu compliqué pour ma part de me prononcer, d'être très arrêté sur cette question-là. Johan, pour ta part, qu'est-ce que tu penserais d'un circuit fermé comme à l'instar de la NBA, c'est un des exemples les plus parlants que l'on a sur le sport international, mais tout le modèle du sport américain est basé là-dessus. Un circuit fermé dans le cyclisme, comme voudrait le faire Vélone, ça pourrait être positif pour toi ou pas? Bah, pour moi, ça pose la question des particularités du sport cycliste. C'est-à-dire que dans une course cycliste, c'est pas aussi le plus fort va gagner sur un classement général, et encore. Mais la question à l'intérieur des courses, à l'intérieur des étapes, qui va pouvoir jouer, qui va pouvoir gagner, le problème c'est que les petits ont leur place face aux grands dans les courses cyclistes de manière assez naturelle. Et notamment sur le Tour de France, si on laisse que les grosses équipes, les étapes de plaine, ça va être la misère. Hein. Personne pour partir en échappée, ça va être rigolo. Hein. Donc, Ce qui est déjà le cas un petit peu en ce moment quand même. ce qui est déjà un peu le cas. Bah, typiquement, ça par contre, si tu veux, c'est un argument qui serait un argument pour en tout cas un système un peu fermé, c'est de faire quelques très très grosses équipes, et après tu aurais genre 10 équipes de baroudeurs avec des petits coureurs qui feraient le spectacle. Mais je pense que c'est compliqué en cyclisme parce que c'est un sport qui est assez particulier, c'est surtout la question de la médiatisation des petites courses aussi après. Parce que autant pour les grandes courses, je pense que ça poserait pas d'énormes problèmes. Autant après pour les petites courses qui vivent aussi par l'aura des stars qui peuvent venir un peu participer chez eux, ça serait beaucoup plus compliqué de trouver des financements, de réussir à organiser leurs courses. Donc c'est un peu compliqué. Et ce calendrier est nécessaire pour le développement des coureurs et puis même pour avoir un calendrier de fond pour toutes les équipes. Donc ça serait un peu tendu à faire quand même. Et c'est vrai qu'aussi, d'une certaine manière, voilà, comme tu le dis, les coureurs qui courent en World Tour, les grands leaders vont pas forcément courir que en World Tour, ils ont besoin des courses de niveau intermédiaire, les courses Pro Series, les courses de catégorie 1, pour pouvoir se préparer pour leurs objectifs. Et le calendrier World Tour... Puis même de manière plus générale, le nombre de jours de compétition pour un coureur cycliste, c'est important de faire de la compétition pour se préparer, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres sports où, à la limite, on n'a que de l'entraînement, c'est pas grave, on arrive sur le match, on peut, quelques matchs après pour se roder, pour mettre en place les jeux d'équipe. Mais en soi, c'est même pas besoin d'être contre des compétitions officielles, ce qui en vélo marche beaucoup moins bien, quoi. Alors, tu as parlé d'un petit point qui me fait réagir. Tu as dit, ouais, on pourrait avoir 10 équipes qui auraient tous les leaders et 10 équipes avec tous les baroudeurs. Est-ce que réduire le nombre d'équipes World Tour à, je sais pas, par exemple, une dizaine, 6, 8, et ensuite avoir un niveau intermédiaire davantage élargi, ça pourrait peut-être être intéressant tout en permettant aux équipes qui sont dans le haut du panier de les assurer qu'elles y restent. Sur ce système-là, Mathieu, tu fragiliserais l'économie du cyclisme. C'est-à-dire que ce serait un petit peu la loterie ensuite, c'est-à-dire que les invitations sur les grandes courses et les courses les plus prestigieuses, elles se traduiraient comment? Est-ce qu'on en invite 10? Est-ce qu'on en invite 12? Est-ce qu'on en invite 15? Et donc en fait, la loterie par rapport aux projections des partenaires, je reviens souvent aux partenaires parce qu'il est souvent question de ça au final, parce que quand on parle économie du vélo, et inévitablement on évoque ce point-là et cet aspect financière des équipes. Donc ce serait que de nouveau multiplier la loterie en termes de participation ou non à des épreuves. S'il fallait faire une sélection pour savoir quelles équipes dans ce milieu dans cette catégorie intermédiaire d'équipes que tu évoques, si toutes ne sont pas assurées, n'ont pas une visibilité des courses auxquelles elles peuvent participer, c'est très compliqué d'avoir des investisseurs qui suivent l'aventure, en tous les cas. Après, pour ces équipes de deuxième division, les pro teams actuellement, le nerf de la guerre, c'est vraiment ces invitations aux courses World Tour, et notamment le Tour de France, bien évidemment. Et si on regarde l'an prochain, il y aura seulement 2 équipes qui seront invitées sur le Tour de France, puisque il y aura 19 équipes World Tour, Alpecin Phoenix qui sera invité automatiquement sur toutes les courses World Tour, et ensuite ASO va devoir choisir entre Arkea Samsic, Total Direct Energy, B&B Hotel et encore d'autres équipes.
Ça, c'est une très très bonne question. Autant Amaury Sport Organisation sur ces dernières années a dû parfois trancher, voilà, et parfois être un petit peu sévère. Mais alors là, cette année, enfin pour le Tour de France 2021, on n'aimerait pas être à la place d'ASO parce que le choix sans se le cacher, ça va être entre ces trois équipes françaises, Arkea, BNB Hotel Total Direct Energy. Total Direct Energy. Ça va être entre ces trois. J'imagine pas une équipe étrangère, enfin non française, briguer une des deux places disponibles. Le choix qu'il y aura à faire là est terrible. Donc il faudra ensuite voir sur quels aspects il se base. Est-ce que c'est sur l'historique d'une saison? Est-ce que c'est sur les résultats du début de saison 2021? Ça va être très compliqué. En tous les cas, c'est très dur d'imaginer une de ces trois équipes françaises ne pas figurer au départ de la Grande Boucle 2021. C'est assez dur à envisager, à imaginer. Et après, on ne sait jamais ce qui se passe en off, les discussions qui se passent, les critères, voilà. Ça, après, on n'y a pas forcément accès, mais ça va être particulier. C'est particulier pour le cyclisme français, en tous les cas, en 2021. Mais après, justement, donc on a seulement deux équipes qui seront invitées l'an prochain, en 2021, sur le Tour de France, puisque Alpecin Phoenix va être invité sur toutes les courses World Tour l'an prochain. Ça sera également peut-être le cas sur le Tour d'Espagne. Peut-être 3 invitations sur le Tour d'Italie, puisqu'il me semble qu'Alpecin Phoenix ne déclinerait la wildcard comme l'a fait Total Direct Energy cette année. Est-ce qu'il faudrait peut-être permettre à davantage de ces équipes Pro Team de participer aux courses World Tour, d'en inviter davantage, d'avoir davantage d'équipes au départ? Alors, à l'heure actuelle, on a 22 équipes qui prennent le départ d'un grand tour, des équipes de 8 coureurs. Si on fait le calcul, ça fait 176 coureurs. Il y avait aussi une volonté de l'UCI de baisser un petit peu. Voilà. On était Ouais. descendu de 9 à 8 coureurs pour des raisons de sécurité, ce qui avait permis également de passer de 198 à 176 coureurs. Il y a pas mal de monde qui se disent, si on rajoute une 23e équipe, on serait toujours en dessous de ces 198 coureurs et on n'aurait pas d'autres problèmes de sécurité. En course, ça pourrait être une solution intéressante, ou il y a d'autres éléments qui sont à prendre en compte. Alors, dans mes propos, il faut être très mesuré parce qu'il n'y a aucune négation dans ce que je vais dire. On a beaucoup ce fantasme et on souhaite, et nous les premiers, voir des équipes, des pro teams rouler sur les épreuves World Tour avec les plus grandes équipes du monde. Il faut aussi être un petit peu mesuré sur, sportivement, ce que les équipes arrivent à faire sur ces épreuves-là. C'est pas moi qui le dis, il y a des directeurs sportifs, des managers. Il y a quelques années, je crois il y a 2 ans, quand l'équipe s'appelait encore Israel Cycling Academy, un des directeurs sportifs expliquait que c'était un petit peu la course, comme tu le disais tout à l'heure Mathieu, pour pouvoir accéder à ces wildcards et pouvoir rouler sur les plus belles épreuves du monde, les plus renommées, les plus médiatisées, mais que pour eux, c'était compliqué sportivement, quand c'est une équipe qui se structure, qui gravit les échelons, c'est compliqué d'aller rivaliser, d'aller faire des performances uniquement du point de vue sportif. Donc, il faut aussi, on parle beaucoup d'inviter toujours plus d'équipes continentales pro, des pro teams. Il faut aussi regarder qu'est-ce qu'elles peuvent en retirer sportivement. Alors oui, c'est-à-dire qu'on se frotte au meilleur, ça veut dire qu'on progresse, ça veut dire qu'on se frotte à une hiérarchie plus élevée. C'est comme ça qu'on est tiré vers le haut. C'est très bien. Médiatiquement, on ressort gagnant de ces participations. Mais voilà, il y avait des voix qui s'élevaient pour affirmer tout simplement que sportivement, c'était quand même très compliqué d'exister quand on vient se frotter au gratin mondial et qu'on n'a pas forcément l'habitude ni l'équipe qui a le niveau pour aller se frotter au top mondiaux, au gratin. Voilà, c'est une petite. On veut toujours inviter plus d'équipes de deuxième division, mais il y a ce point de vue-là qu'il ne faut pas
sous-estimé. En tous les cas, il y a ce principe-là qu'il ne faut pas non plus mettre de côté. On se souvient de Novo Nordisk qui était invité sur Milan-San Remo ou des choses comme ça. Grâce au sponsor. Ouais, voilà, bon. Mais je pense que, on l'a vu avec Total sur le dernier Tour de France, c'est qu'à un moment, si on n'a pas le niveau, on n'a pas le niveau. Et c'est un peu compliqué si on n'a pas ces meilleurs leaders qui sont vraiment en forme pour pouvoir rivaliser. Pareil, il y a une équipe dont beaucoup de monde aimerait voir sur le Tour de France, qui est l'équipe d'Elco, Marseille. À mon avis, sur le Tour de France, ils auraient vraiment beaucoup de mal à exister. Parce qu'il y a quand même un gap de niveau, il y a quand même un rythme qu'ils auraient du mal à avoir. Donc effectivement, on peut se poser la question de la pertinence à chaque fois des invitations. Après, si on prend le cas présent actuellement, c'est que on va se retrouver avec plusieurs équipes continentales qui ont des vrais leaders qui pourraient exister sur le Tour de France, qui n'ont pas forcément réussi à être invités. Que ce soit chez Arkea avec Quintana ou Total avec Pierre Latour ou des choses ou BNB Hotel qui a fait un très beau Tour de France cette année et qui va peut-être pas pouvoir revenir sur la grande boucle. Donc on a aussi ces questionnements-là, c'est où sont les coureurs dans les équipes et qui est-ce qu'on aimerait inviter. Et, à contrario, est-ce qu'il y a des équipes World Tour qui vraiment méritent de rester là alors qu'elles ont des effectifs qui sont assez faibles et c'est juste qu'elles se maintiennent là parce que financièrement elles ont réussi à acheter la licence. Ce qui est aussi un des problèmes du World Tour actuel. Johan, tu parlais notamment du team Nippo Delco One Provence. Au début du podcast, on parlait d'une ligue fermée. Ça tuerait complètement une équipe comme ça, par exemple. Donc, c'est pour ça que garder à voir après comment elle est tempérée, comment elle est organisée, mais avoir des équipes qui se construisent depuis des années, c'était la Provence-Marseille il y a quelques années qui commence à avoir des partenaires plutôt solides, à avoir des coureurs ou un encadrement international, et une équipe qui grossit un petit peu comme ça. Tu as dit, on a tous envie de la voir sur certaines épreuves plus capées et qu'elle apprenne et qu'elle progresse. Et donc, il faut permettre à des équipes comme ça, à des projets de se lancer. Et ça prend du temps, hein, comme on le voit avec cette équipe. Même si, bon, dans le cas de Nippo Delco Provence, c'est un petit peu compliqué depuis le début de l'année. Après, on peut parler d'Alpecin dans le genre qui est un exemple qui est un peu plus... un peu moins douteux sur certains modes de fonctionnement, mais justement, c'est la question de est-ce que dans une ligue fermée, un Mathieu Van Der Poel pourrait la liberté de créer son équipe tout seul, de faire sa team comme il a envie de la faire et d'arriver quand même au Tour de France et pouvoir faire le spectacle. Alpecin Phoenix, on parle d'une équipe qui a tout compris et qui a 5 ans d'avance sur les autres dans sa structuration et dans sa manière d'approcher le cyclisme au sens large, c'est-à-dire d'offrir une pluridisciplinarité en allant chercher de la route, en allant chercher du cyclocross, en allant chercher du cyclisme féminin. Donc on parle d'une équipe qui est extrêmement bien structurée et qui a une vision comme Arkea Samsic qui est en train de construire un petit peu avec le parrainage de l'équipe en cyclocross de Steve Chenel, avec sa formation féminine qui existe depuis l'année dernière, depuis 2020. Donc là, on parle d'équipes qui ont tout compris et qui ont un temps d'avance sur ceux qui n'ont toujours pas développé ou qui n'ont toujours pas entrepris cette manière de concevoir le vélo comme pluridisciplinaire pour exister tout au long de l'année et pour avoir une visibilité 12 mois sur 12 et non plus 10 mois sur 12 ou 9 mois sur 12. Mais en même temps, c'est une équipe aussi, Alpecin Phoenix, qui n'a pas participé au Tour de France, qui fait que Mathieu Van Der Poel, il a 25 ans cette année, c'est un des meilleurs coureurs du peloton. Alors même s'il s'est consacré à la route un petit peu plus tardivement que d'autres, au final, il fait assez peu de courses sur le tour, il n'a toujours pas fait de grand tour, contrairement à Wout van Aert par exemple, et c'est justement le fait d'être en deuxième division qui peut-être le freine un peu par rapport à cela. Oui, pas tellement, parce que le fait qu'il n'ait pas été sur le tour cette année, c'est aussi grandement dû au fait qu'il prépare les VTT. Aussi, c'est vrai, mais et qu'il n'a pas voulu être invité tout de suite. Il aurait demandé son invitation, peut-être qu'il l'aurait directement, donc c'est pas aussi évident non plus. On a peut-être une déformation aussi, parce que moi je partage pas du tout le point de vue que tu évoques, Mathieu, en disant on n'a toujours pas vu Mathieu Van Der Poel sur Tour de France. Et moi j'ai envie de dire tant mieux, c'est un mec, c'est un crack et il va faire autre chose, et il va faire ce qu'il a envie de faire, ce que son équipe est en mesure de lui proposer,
Et c'est très bien comme ça. Et si on réfléchit toujours à ah bon, on a des cracks, il faut qu'ils viennent sur le Tour de France, eh bien on cadenasse un petit peu tout notre fonctionnement. Et au contraire, des gens comme Wout van Aert, des coureurs comme Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, au lieu de serrer une conception qu'on a depuis des années, permet d'ouvrir un tout petit peu les mailles et d'élargir le spectre du cyclisme. On a Pidcock qui prend aussi, qui permet aussi cela. Donc, plutôt que de se dire il faut absolument les foutre sur le Tour de France pour les voir sur le Tour de France, et s'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils sont barrés un petit peu dans leur équipe. Au contraire, moi je vois vraiment ça comme une richesse, parce qu'un coureur comme Mathieu Van Der Poel, s'il a envie de faire le Tour de France, il le fait d'une manière ou d'une autre, en changeant d'équipe, en forçant une invitation. Enfin, il y a des choses qui sont mises en place. Et Mathieu Van Der Poel va découvrir le Tour de France cette année, en 2021, donc il n'y a pas de péril en la demeure, on va dire. Donc en gros, faut pas non plus tout mettre sur le World Tour, faire du World Tour le Saint Graal. Il faudrait éviter. Le seul bémol, ce sont les courses qui sont les plus médiatisées, donc forcément tous les yeux sont rivés sur ces épreuves-là. Mais avoir des coureurs qui permettent d'élargir le spectre, c'est bien pour tout le monde, pour les spectateurs, pour les fans, pour les non-fans de cyclisme sur route, pour les fans de cyclisme sur route qui voient un petit peu leur passion, pourquoi pas s'élargir, pour les partenaires qui voient un périmètre plus élargi, et voir des coureurs des nouveaux types de coureurs qui performent un petit peu partout, même s'ils ne sont pas là toute l'année sur les courses sur route, c'est génial. Après, chacun voit un peu Mathieu Van Der Poel ou Wout van Aert comme ils veulent, mais quel plaisir ce serait d'entendre Mathieu Van Der Poel, il arrive que au mois de, je sais pas, en plein milieu de la saison, parce qu'il a cassé tout le monde en cyclocross. Il a fallu le temps qu'il se remette un petit peu de tout ça, qu'il se réentraîne sur la route. Puis il stoppe sa saison sur route un peu plus tôt parce qu'il veut préparer du VTT. C'est génial. Reprenons l'exemple de ce qu'a fait à Rio Peter Sagan. C'était génial. C'était génial de se dire non, je ne me consacre pas à la route parce que ça ne me correspond pas, je vais sur l'épreuve VTT. Il y a un vent, c'est un petit rafraîchissement, je trouve, et c'est plutôt agréable. Johan, je suppose que tu es un petit peu du même avis que Brice en tant que grand suiveur de cyclocross. Après, en tant que suiveur de cyclocross, si Mathieu Van Der Poel s'éloigne un peu du cyclocross, c'est pas tant un mal que ça, parce qu'il domine un petit peu trop. Mais oui, ça fait vachement plaisir d'avoir des coureurs multidisciplines. Et puis même moi qui suis très fan de cyclisme féminin, c'est quelque chose qui est assez naturel dans le cyclisme féminin et qui, dans le cyclisme masculin, a toujours été un peu triste, quoi. Des coureurs qu'on est obligé d'abandonner leur discipline sans trop de raisons, alors que nous avons pu sur un calendrier réduit, et que typiquement, je sais pas, par exemple, si un Clément Venturini se retrouve à être sur le podium d'un championnat du monde de cyclocross, médiatiquement, ça a plus d'intérêt que s'il gagne une étape du Tour de Poitou-Charentes, quoi. Donc, c'est toujours un peu ce côté-là de la route. Et c'est vrai que ça fait tellement de bien d'avoir des coureurs qui explosent un peu ce carcan de la route et qui, justement, le côté World Tour de la route est intéressant en termes de partenaires, mais si justement il peut être moins déterminant, c'est quand même vachement bien, quoi. Pour finir un petit peu, pour clôturer un petit peu, le World Tour, est-ce qu'il est perfectible, vous diriez ? Déjà, il faudrait qu'il soit assumé dans une direction ou une autre, en fait. Soit on l'ouvre un peu plus, soit on met moins d'équipes, on fait une ligue un peu fermée. Le problème, c'est qu'actuellement, c'est une espèce de bricolage qui est fait un peu au fur et à mesure, en essayant de contenter un peu tout le monde, de ne pas faire des réformes qui vont pouvoir énerver certaines équipes, de laisser de la place quand même au continental. Donc, faudrait que, en tout cas, s'il y a quelque chose à réformer, déjà, je pense que réduire le nombre de formations, 19, c'est beaucoup trop. Mais mettre des règles un peu plus claires et un peu plus définitives sur ce qu'il faudrait y faire. Pour le nombre d'équipes, d'ailleurs, c'était prévu avec avec une des nombreuses réformes que ça passe en 2017, que le nombre d'équipes pour le Tour descende à 16. Ça a été repoussé à 2020. Et on voit bien qu'en 2020, on est passé à 19 équipes au lieu de 16. Ouais. On en a gagné au lieu d'en perdre. Puis moins de courses World Tour aussi, parce que avoir des courses World Tour un peu douteuses où toutes les équipes peuvent pas être là parce que ça fait un calendrier trop chargé, c'est un peu bon.
Avec les courses qui sont apparues en 2017, qui sont des courses World Tour, mais pas obligatoires, facultatives, ça fait un World Tour bis. Parce que des courses World Tour qui se retrouvent avec 8 équipes World Tour au départ, bon, enfin, ça n'aime pas grand-chose. Brice? Ouais, Mathieu, en fait, par tes propos, tout est très perfectible et tout est très friable. Tu l'as dit en quelques mots, en 2017, pardon, il devait avoir un projet comme quoi il y avait 16 équipes, puis finalement, quand ça rentre en vigueur, il y en a 3 de plus. On a 37 épreuves World Tour qui sont décomposées en 5 catégories, et je crois que celles qui sont en catégorie 5, c'est-à-dire les moins importantes du World Tour, les équipes du World Tour n'ont pas obligation d'y participer. C'est très flou pour les suiveurs. Pour ceux qui sont extérieurs à toutes ces règles-là, qui n'aiment pas, qui ne rentrent pas trop dans le détail, alors c'est complètement incompréhensible. Et même pour ceux qui sont les acteurs, c'est-à-dire les coureurs, les directeurs, managers d'équipe, etc., les organisateurs d'équipe, pour eux aussi c'est flou parce que ça change tout le temps. La manière dont on classe, la manière dont on obtient des points, la manière dont c'est comptabilisé à la fin de l'année. Donc en fait, on a un petit peu ce flou artistique. Personne s'en cache véritablement dans le monde du milieu du cyclisme professionnel, mais on n'arrive jamais à statuer. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un manque de communication? Est-ce qu'il y a trop d'intérêts divergents? Est-ce que cette mondialisation du cyclisme fait qu'on va un petit peu partout et on a du mal à structurer les choses? C'est souvent ça, comme dans une entreprise, quand il y a énormément de succès qui viennent d'un coup, on est un peu sur tous les fronts et on oublie de solidifier sa base. Peut-être que c'est le cas pour le cyclisme professionnel et les divisions World Tour. Et j'avais un dernier point à mentionner que j'ai oublié dans toute cette explication. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont perfectibles, certes. Et c'était ce point-là, quand on veut offrir une alternative, peut-être qu'elle est convaincante ou non, comme Vélone l'a proposé, eh bien, dès qu'on parle de Vélone, c'est persona non grata, ça n'a rien à voir avec le vélo, etc. Parce que c'est un petit peu les marques partenaires, un petit peu au détriment des coureurs cyclistes, voire même beaucoup. Et ça, c'est une vision qui ne plaît pas beaucoup dans l'univers européen et encore plus dans le monde du cyclisme qui est un sport très populaire. Et on voudrait quand même le garder, ce côté-là, parce qu'il est très important, il est fondateur dans ce sport. Donc voilà, il y a des alternatives, elles sont tout de suite contrées. Donc les décideurs ou les grands décisionnaires du cyclisme peuvent avoir un petit peu les cheveux en l'air pour se les tirer pour les saisons qui arrivent. Allez, pour clôturer en quelques mots, qu'est-ce que vous proposeriez pour l'évolution de ce World Tour pour avoir quelque chose d'un peu plus intéressant de manière globale à l'échelle du cyclisme, Johan? Moi, faut pas trop me demander, parce que moi, je suis pour qu'on le supprime et qu'on fasse juste des catégories de courses. Donc, déjà, je pense qu'on pourrait revenir au modèle d'avant 2017, c'est-à-dire réduire le nombre de courses, réduire le nombre d'équipes, essayer peut-être aussi de réduire un peu le nombre de coureurs par équipe, parce qu'on accumule beaucoup de coureurs, et on le voit aussi dès qu'il y a des calendriers, comme cette année où il y a des problèmes, ça accumule un peu beaucoup, c'est pas très pratique. Ce qui pourrait aussi peut-être permettre de dispatcher un peu plus les leaders. Ouais, oui, les leaders et puis les équipiers, et puis pas avoir des coureurs aussi qui se retrouvent en équipe World Tour alors qu'ils vont galérer à chaque fois qu'ils vont arriver sur une grosse épreuve, quoi. Et Brice, de ton côté? Il y a un sujet qui m'importe beaucoup et qui est très dur à structurer et à légiférer, c'est tout ce qui concerne les droits télé, la diffusion du sport cycliste. Donc là, on n'est plus du côté des équipes, on est plus du côté des organisateurs qui accueillent les équipes et qui ont un besoin de diffuser les images. Et quand on connaît le coût de production de certaines épreuves, encore une fois, elles ne sont pas toutes sur le même pied d'égalité. Il y a certaines épreuves qui s'en sortent très bien. On pense au Tour de France parce que leur relation avec France Télévisions, etc. Voilà. Et les autres épreuves, qu'elles soient World Tour ou non, on pense beaucoup aux manches de Coupe de France notamment. Alors là, on n'est plus vraiment dans le World Tour, mais on est vraiment dans les épreuves cyclistes. C'est vraiment un enjeu majeur dans les années qui arrivent ou même dans les saisons très proches parce que on enlève le coût de production qui revient à la charge des organisateurs sur l'organisation d'une course, mais il y aurait peut-être beaucoup plus de courses parce que ce poids-là dans un budget, il est colossal et ça freine énormément de choses. Et donc, il y a un vrai travail sur ces droits-là
qui n'existent pas dans les autres. Ces problématiques ont été levées dans d'autres sports, notamment les sports collectifs. Et on a toujours des freins à ce niveau-là sur le monde cycliste. Et concernant le World Tour, c'est vraiment une des problématiques qui moi, m'intéresse sur l'avenir. Donc pour toi, ce qui serait plutôt à retravailler, ça serait la gestion des droits télé de manière globale pour l'ensemble des courses. Exactement. Eh bien, très bien. Donc, deux avis un petit peu différents, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Il y a moult possibilités et moult choses qui ont été faites déjà, en tout cas. On arrive, en tout cas, à la fin de ce podcast. On aurait pu en parler des heures et des heures, mais il faut bien mettre un terme à ce podcast. En tout cas, si vous voulez en discuter, eh bien, on pourra le faire sur le forum du groupe Eto, sur les réseaux sociaux également, évidemment. Nous sommes ouverts à la discussion, n'hésitez surtout pas. Merci Johan et Brice d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci Mathieu, merci Johan. Merci à vous deux. Et merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous pour ce podcast. On se retrouve d'ici 2 semaines pour un prochain épisode de Chasse Patate. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. A bientôt dans Chasse Patate.